Samedi dernier, c'était la dernière manche du championnat du monde d'endurance, le WEC. L'année dernière, j'avais eu la chance d'y assister en personne et je vous avais même fait un petit vlog avec Enzo sur le sujet qu'on vous met en recommandation, genre là ou là, je sais plus. Mais cette fois-ci, eh bien, j'ai pu regarder tranquillement la course depuis mon canapé bien au chaud. C'est sûr que ce soit bien au chaud parce que j'avais eu probablement plus chaud l'année dernière là-bas. Enfin bon, bref, c'est Bahreïn, il fait super chaud, donc non, il faisait plus chaud là-bas. Encore une fois, on a eu le droit à une course incroyable. Si on savait que l'équipage de la Porsche numéro 6 allait très certainement gagner le titre pilote, tout restait à jouer pour le titre constructeur. On avait un scénario ultra accrocheur avant même le début de ces 8 heures de Bahreïn. 3 voitures, 3 constructeurs différents, tous en lice pour le titre en hypercar. Je vais vous planter un peu le décor pour que vous puissiez un peu mieux comprendre la situation et pourquoi on a eu une course de folie. En fait, si une Porsche gagne la course, eh bien Porsche remporte tout simplement le titre constructeur. Si une Porsche termine devant des Toyota et des Ferrari, elle gagne aussi le titre. Peu importe si elle gagne la course pour le coup. Si une Porsche termine deuxième, Toyota ne doit pas gagner, sinon Toyota remporte le titre. Et donc si Toyota ne gagne pas cette course, eh bien Porsche peut se contenter de finir juste derrière la meilleure Toyota classée à l'arrivée. Quant à Ferrari, c'est un poil plus compliqué. Il fallait beaucoup de circonstances de course qui jouent en leur faveur. Techniquement, il restait encore dans la course au titre. Donc bon, mais c'était un peu plus compliqué. Globalement, en fait, Porsche arrivait en favori sur cette finale, mais il fallait qu'il termine devant Toyota et Ferrari et que Toyota ne gagne pas la course. Et Bahreïn, c'est un circuit où la Toyota elle est méga forte. Les 8 heures de Bahreïn, le débrief, c'est parti. Bon alors on va se concentrer globalement sur évidemment la catégorie hypercar où on avait 3 voitures qui se battaient pour le titre et on va mettre de côté un peu les LMGT3, donc j'en profite quand même à ce moment-là, ici, là, pour en parler parce qu'à 1h20 de la fin de course, on avait 6 voitures roue dans roue qui se battaient pour la tête de la course à grands coups de 4 de front sur les lignes droites, c'était sublime, ça se croisait, ça se décroisait, ça mettait des coups de portière et tout. Enfin bref, ça vaut son petit replay, n'hésitez pas à aller voir ça, c'était fabuleux. Les 8 heures de Bahreïn commencent avec une intensité encore une fois incroyable, on sent que les enjeux sont énormes pour cette épreuve, c'est normal. Ça se tasse, ça se pousse, ça fait du portière contre portière, ça croise, ça décroise, etc. C'est même la Porsche numéro 6 de l'équipage Lauterer Ventor Estre qui en fait les frais. La Ferrari numéro 50 vient lui donner un petit coup sur l'aile arrière qui la fera sortir au virage 4 plus crevaison. Donc tout sera à refaire pour la Penske qui repart en dernière position parmi les hypercars dès le premier tour. Donc ça fait mal. Sachant que pour gagner justement ce titre pilote, il fallait une P8 en course au minimum, je crois, tout de même, si la Ferrari 50 et la Toyota numéro 7 performaient. Mais ça, on va y revenir. Premier climax qui arrive dans les premières heures de course, la Toyota numéro 8, solidement en leader avec Sébastien Buemi aux commandes, se fait gentiment percuter par l'arrière au virage 1 par la Corvette numéro 82 et part en tête à queue. Du coup, Buemi perd plusieurs places et donc la tête de la course. Ce sont des choses qui arrivent dans le trafic, c'est toujours un peu complexe, c'est la différence de performance entre les hypercars et les LMGT3. Ça peut amener certains pilotes à parfois mal anticiper le trafic quand tu as une fusée qui passe devant, qui freine d'un coup sec, qui peut être un peu plus lente que ce que tu avais prévu, etc. Enfin bref, voilà, ça peut arriver. C'est chiant, mais ça arrive. Vous connaissez évidemment Sébastien Buemi, il n'a pas sa langue dans sa poche, surtout si on commence à parler de Formule E. Heureusement que la FIA est un peu moins tendue qu'en Formule 1, autrement les amendes, ça valserait, je peux te dire là. Ouh, ça organiserait des dîners à la FIA, incroyable. Alors nouveau climax, c'est le deuxième, c'est la Ferrari numéro 51 pour le coup qui prend la tête de la course après les premiers arrêts au stand et les quelques petits full coursiello qu'on a lors de la première moitié de course si vous préférez. Donc ça déroule tranquillement en tête chez Ferrari sur la 51, mais justement le vrai climax c'est de l'autre côté du garage, c'était un problème moteur sur la numéro 50. Et à un peu plus d'une heure de la fin, il y a eu un petit contact avec l'Alpine numéro 36 de Charles Milesi. Crevaison, terminé, bonsoir, ce qui est un petit peu dommage. Alors de ce que j'ai pu comprendre avec les replays, etc., Charles était donc à l'intérieur à l'entrée du virage 4. La Ferrari avait pour projet de croiser la trajectoire pour reprendre le dessus en sortie, donc était bien à l'extérieur en entrée pour recroiser, tu vois. Et comme Charles, c'est un bon pilote et qu'il est un peu malin, il a voulu fermer beaucoup l'intérieur pour justement bloquer la Ferrari dans sa manœuvre de croiser la trajectoire.
sauf qu'il a emmené peut-être un poil trop de frein dans la manœuvre a priori et s'est mis en tête à queue tout seul. Et la Ferrari et l'Alpine se sont tout simplement percutés. Bon, ça fait un peu beaucoup. Bon, bah forcément, ça fait un peu beaucoup pour la Ferrari et ça arrive forcément au pire moment de la saison lors de la course au titre, hein, évidemment, où tout est en jeu. Même si tout peut arriver en WEC, là c'est quand même relativement mort pour eux. Le titre ce sera pas pour les rouges cette année, encore une fois, malheureusement. Donc il faudra revenir en 2025 et puis se remettre au taf. Après, il n'y avait pas que Ferrari qui était dans des galères mécaniques puisque Toyota aussi. Oui, Toyota, qui généralement a une fiabilité incroyable, a subi des problèmes. C'est un jour qu'il faut retenir pour le coup parce que c'est rare de voir une Toyota dans le box en pleine course. C'est donc le 3e climax de la course en soi. C'est la numéro 7. En fait, la numéro 7 rencontrait un souci de pompe à essence, ce qui a fait que... Terminé, bonsoir. Ce qui mettait un capteur en sécurité, ce qui mettait en sécurité globalement toute la voiture. Ça foutait un peu le bordel et on a vu que Kobayashi avait aussi eu des problèmes pour passer les rapports de boîte. On a réussi à retrouver la boîte à un moment donné, je crois, mais bon, bref, c'était le début de la fin pour la voiture japonaise. La voiture abandonne, mais les espoirs ne sont pas finis. Il reste encore une Toyota qui doit absolument gagner si la marque japonaise veut être encore champion. Mais en tout cas, pour le titre pilote, la numéro 6, elle est tranquille. Les Ferrari sont au tapis, la Toyota numéro 7 au garage. Peu importe où il termine, ça se passe bien. Arrive donc la dernière heure de course, à 40 minutes de la fin. La Porsche Penske numéro 5 est donc en tête. Donc ça sent plutôt bon pour Porsche. Mais juste derrière, il y a Buemi et sa Toyota qui remontent comme une balle de fusil. Le sprint final se lance au sens propre du terme, bien qu'en WEC, ça sprint toute la saison en règle générale, on va être tout à fait honnête. Si la Porsche Penske pilotée par Matt Campbell gagne, c'est officiel, Porsche remporte le titre constructeur après 7 ans. Mais si Buemi avec sa Toyota numéro 8 passe devant, c'est Toyota qui continuera sa domination et remportera pour la 6e fois d'affilée le titre constructeur. Alors du coup, on a une belle bataille, ça se décale, ça protège l'un au T1, ça se croise, ça se redécroise, ça feinte, c'est propre, etc. Tout ça, du T1 au T4 et tout. Et puis vient un petit Buemi au virage 8 qui plante un dive bomb un peu surprise avec un petit coup de portière. Un peu trop agressif parce que le contact est pas méga beau, il emmène la Porsche quand même en dehors de la piste, mais l'idée de la manœuvre est relativement belle, ça passe, ça s'envole, c'est quelque chose qui fonctionne bien en WEC, il n'y a pas de souci, c'est comme ça qu'on fait la course, donc tout le monde est logé à la même enseigne, il n'y a pas de souci. Puis Buemi, une fois qu'il est passé, il part, ciao, bonsoir. La Porsche numéro 5 est pas en reste parce que justement, si elle s'est fait rattraper par Buemi, c'est qu'elle a des pneus qui sont en fin de vie. Et la Ferrari numéro 51, elle est en train de remonter aussi comme une balle. Et donc dans le dernier tour, le dernier tour, Giovinazzi fera l'extérieur au virage 7 tout simplement, après avoir tenté au virage 1. Il est passé au chausse-pied comme on dit dans le jargon, la Ferrari passe, la Porsche ne peut même pas contre-attaquer de quoi que ce soit, Toyota passe la ligne d'arrivée en première position, Ferrari en seconde. Et Porsche ferme la marche avec ses 8 heures de Bahreïn. Alors du coup, Toyota bat Porsche alors que tout semblait jouer en faveur des Allemands. Hirakawa, Hartley et Buemi font briller la marque japonaise une fois de plus. Toyota monte sur la plus haute marche du podium des 8 heures de Bahreïn pour la 7e fois consécutive. C'est assez exceptionnel pour le coup. On sait que Toyota performe bien à Bahreïn, mais l'expérience pour le coup et la maturité de toute l'équipe ont fait la différence ce samedi. Dernier coup de théâtre, histoire de vous en remettre un petit peu là, parce que on en redemande comme d'habitude. La Ferrari numéro 51 qui est arrivée deuxième, stop and go de 2 minutes, d'accord, pour avoir utilisé plus de pneus que prévu dans le set de base. Je vous rappelle qu'en WEC, vous avez droit à un total de 26 pneus pour les qualifications et la course en tout, ok. Ferrari a utilisé 28 pneus. Donc les comptes sont pas bons, Kevin. La marque italienne dégringole au classement et c'est finalement Peugeot qui récupère la 3e place du podium. C'est assez fou en vrai, donc chapeau, bravo Peugeot, parce qu'il fallait être là pour choper les opportunités. Si vous voulez, le WEC a mis sur YouTube l'entièreté de la dernière heure de ces 8 heures de Bahreïn. C'est un petit cadeau de Noël avant l'heure. Je vous la conseille, si vous n'avez pas grand chose à faire, ça vaut le coup de regarder, sans compter les quelques highlights des batailles qu'on a eues. Franchement, c'est beau, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en replay sur la chaîne YouTube, c'est top. C'est ainsi que Toyota remporte une nouvelle fois le titre constructeur et le souffle complètement à Porsche. Porsche qui cette année était en train de tout rafler dans quasiment toutes les catégories dans lesquelles ils étaient engagés, que ce soit en IMSA avec les titres GTP pilote, équipe et constructeur,
l'IMSA Endurance Cup, GTP pilote, équipe et constructeur, l'IMSA GTD Pro Pilote, équipe et constructeur, le WEC Hypercar Pilote et Coupe du Monde du coup avec Jota, donc là pour l'instant il n'y a que les Porsche qui gagnent, et enfin le WEC LMGT3 Pilote et écurie, là aussi c'est une Porsche qui a gagné. Il restait simplement juste le titre constructeur en WEC pour faire un perfect. Voilà, autant vous dire que l'année prochaine ça va revenir encore très fort pour se battre pour la couronne qui leur manque tout simplement. Mais là cette année Porsche ils ont mis tout déglingué sauf un titre, c'est Toyota. Pour continuer sur le classement, c'est donc, comme je vous l'ai dit rapidement, la Porsche qui remporte le titre pilote avec la numéro 6 d'André Lauteur, Lorenz Ventor et notre Français Kevin Estre, puisque leur concurrente était, il y en a une qui était dans le box, là, la numéro 7, et puis l'autre crevaison, fin de course, etc. Donc c'était un peu compliqué. Alpine termine pour son retour en hypercar avec la 424 à la 4e place du championnat constructeur. Bravo à toute l'équipe de Philippe Sino pour le travail abattu. Les hauts, les bas, comme aux 24 heures du Mans malheureusement, qui ont mené à un beau podium tout de même à Fuji, donc ça a quand même bien bossé. Du côté de Peugeot, ça reste une saison compliquée, mais avec une bonne fin de saison tout de même grâce à leur belle performance au Japon et aussi leur podium à Bahreïn. La marque sécurise donc la 6e place au classement des constructeurs et termine devant Cadillac et Lamborghini, sauf que à la différence des deux dernières que je vous ai citées là, Peugeot engage 2 voitures et non pas une seule, parce qu'on n'a vu qu'une Cadillac et qu'une seule Lamborghini cette année en WEC. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser encore de cette 9X8, entre guillemets Evo, il y a clairement de la déception, mais la Evo était là pour compenser les mots, entre guillemets, MAUX, de la 9X8 de base dont on avait parlé dans une vidéo que vous aviez beaucoup appréciée. Ils ont continué à bosser pour comprendre les limitations de la voiture, la manière de l'exploiter au mieux, et donc de savoir comment régler tous les problèmes qu'ils ont encore avec, entre guillemets, les outils à disposition, c'est-à-dire faire des réglages sur la voiture, donc les suspensions, les ailerons, machin, tout ce que tu veux, et puis aussi le software de l'hybride, par exemple, justement, pour essayer d'emmener la voiture sur une meilleure drivability, une meilleure conduite si vous préférez. Alors une fois qu'ils seront arrivés au bout de tout cela, ils connaîtront forcément les forces et les faiblesses de la voiture et donc les fameux jokers à utiliser pour apporter des upgrades à cette voiture. La route elle est encore longue pour l'écurie au Lyon, en espérant que la frustration ne gagne pas trop le siège social et les industriels et le conseil d'administration, etc., comme ça a été le cas chez d'autres Français en Formule 1 par exemple, et que l'on puisse au moins les voir arriver aux avant-postes ou au moins se défendre avec un projet qui a forcément mal commencé, mais qui peut mieux se finir, quoi. Il faut leur donner la chance de pouvoir s'exprimer, ce qui n'a pas été le cas chez d'autres Français. Voilà. Du côté des LMGT3, j'en parlais, c'était Porsche qui a tout raflé, donc Manthey Pure Racing rafle tout, il remporte le titre équipe et pilote, tandis que l'autre team Manthey EMEA termine second, et c'est Ferrari AF Corse qui ferme la marche dans le championnat équipe. En ce qui concerne les Iron Dames, cette saison, j'ai souvent dit qu'elles avaient eu de la malchance, il y a eu un petit peu aussi quelques erreurs de leur part, et je pense que ça résume parfaitement leur saison. Elles terminent 8e au championnat, on verra si elles gardent la Lamborghini pour la saison prochaine. J'avais cru voir des rumeurs qui parlaient de remplacer la voiture par une Porsche, donc bon, à voir, écoutez, on verra ce que ça donne. Bon, après cette course totalement folle, place au Rookie Days ou au Rookie Test en l'occurrence. On a pu voir des têtes que l'on connaît très bien. Théo Pourchaire, champion 2023 de Formule 2, était au volant de la Peugeot 9X8. Il a été rejoint par Clément Novala qui lui avait déjà roulé en proto, notamment à LMP2 il me semble. Victor Martins, pilote pour ART en Formule 2, était lui au volant de l'Alpine A424 avec Jules Gonon à ses côtés, qui a remplacé Nicolas Lapierre. Arthur Leclerc, frère de Charles, était chez Ferrari et Esteban Masson, pilote de la Lexus A-Codis, était au volant de la Toyota, championne du monde. On n'oublie pas évidemment Valentino Rossi qui était chez BMW pour prendre le volant de l'hypercar allemande. Ça faisait du très beau monde en piste quand même. Alors au bout de cette journée, c'est quand même Earl Bamber qui est reparti avec le meilleur temps autour de 1:49.566. Du côté des rookies, c'est Arthur Leclerc qui sort en tête à la 5e place, à 8 dixièmes du chrono du pilote de la Cadillac. Victor Martins, c'est une 8e place, à un peu plus d'une seconde. Il est juste derrière le docteur Valentino Rossi. Esteban Masson, lui, s'est classé 19e et Théo Pourchaire à la 21e place. Pour vous remettre un petit peu un contexte en termes de chrono, même si on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'Hyperpole cette année à Bahreïn, c'était 1:46.7, soit près de 4 secondes d'écart avec les meilleurs tests rookies, entre guillemets. Évidemment, les pilotes avaient tous des programmes différents. On avait aussi des conditions de piste qui étaient différentes, donc les chronos en essai, vous savez que ça veut absolument
rien dire. On cherche surtout à évaluer des pilotes, que ce soit sur le talent pur, entre guillemets, au volant en piste pour comprendre des voitures, les retours qu'ils font aux ingénieurs et leur manière de travailler tout simplement dans un environnement un peu particulier qui est la course d'endurance avec justement le partage de la voiture avec d'autres pilotes. Alors, j'ai aucune info sur un éventuel futur en hypercar pour Théo Pourchaire ou Arthur Leclerc par exemple. Ferrari a confirmé que leur line-up ne changerait pas pour la saison prochaine. Peugeot, je ne crois pas qu'on ait eu de nouvelles confirmations pour le moment. Je crois qu'ils avaient confirmé un pilote en milieu d'année, il me semble. Du côté d'Esteban Masson, pareil, il pourrait faire une très bonne recrue pour la marque japonaise chez Toyota, mais pour l'instant, il continue d'apprendre le WEC avec Lexus. Pour Victor, même si a priori il devrait faire une 3e saison de F2, il vise toujours la F1, donc même si c'est un peu complexe chez Alpine en ce moment, mais bon voilà, de l'expérience en hypercar, c'est toujours bon à prendre pour un pilote de son calibre. On parle encore de 2024, mais les équipes et les constructeurs sont tous désormais tournés vers 2025, avec notamment le titre en jeu, évidemment, mais aussi les 24 heures du Mans, voilà, qui seront encore une fois un point d'orgue dans la saison, hyper important. C'est presque parfois plus important que le championnat, que gagner les 24 heures du Mans, ça vous réussit toute une saison. D'autant plus que l'année prochaine, un nouveau constructeur arrive, c'est Aston Martin avec sa Valkyrie qui fait un bruit. Aïe 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 aïe, préparez-vous à protéger vos oreilles tout simplement pour le moment parce que c'est enfin le retour des gros moteurs qui font tout vibrer, ça fait plaisir. On ne sait pas encore qui prendra le volant de ces deux Valkyries, mais une chose est sûre, Heart of Racing a de l'expérience et bénéficie du soutien total d'Aston Martin. Donc ils auront une belle année d'apprentissage sur la voiture en conditions de course pour se faire la main, à voir combien de temps ils vont mettre pour performer et si la voiture performe, parce que ça se trouve peut-être c'est une merguez, même si j'en doute, tu vois, mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont être. Autrement, on aura Jota qui faudra surveiller de près l'année prochaine. L'équipe anglaise troque sa Porsche 963 pour la Cadillac V-Series. C'est eux qui vont les exploiter maintenant, à voir ce que ça va donner. Je trouvais d'ailleurs que la Cadillac cette année était plus poussive que l'année dernière, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre les mains expérimentées de Jota. Et pour rappel, toutes les équipes engagées en hypercar doivent aligner 2 voitures minimum. Donc Lamborghini, il faut aligner 2 voitures, Cadillac pareil, Proton pareil, Jota pareil, etc. ainsi de suite. Donc tout le monde doit arriver avec 2 bagnoles. Voilà, c'est tout pour cette année. On se retrouve l'année prochaine pour parler de WEC, mais je pense pas traiter le WEC en mode débrief de course pour le coup, comme on l'a fait cette année et l'année dernière. Je trouve ce format très redondant, pas du tout excitant à traiter pour le coup, bien que les courses soient top évidemment, mais voilà, ça fait très journaliste et c'est pas du tout ce que je suis et c'est pas ce que j'ai envie de devenir pour le coup. On trouvera un autre format, on traitera le WEC et certains de ces sujets un peu plus en profondeur, je pense, un peu comme pour la Peugeot 9X8, tu vois. J'avais adoré faire cette vidéo pour le coup, j'avais appris plein de trucs, ça m'avait vraiment fait kiffer. J'avais beaucoup aimé le côté aussi humain et technique qu'on avait traité à Imola ou même aux 24 heures du Mans avec Fred Mako. Mais je pense que l'année prochaine, on va vivre le WEC autrement, mais on continuera de le vivre sur la chaîne, donc vous inquiétez pas. Voilà, merci d'avoir suivi ce format. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!